de Tendre-Stock et de Venise. Examinons donc ensemble les moments cruciaux de cette vie au pas de course. Ma patrie, c'est la bourgeoisie, écrit Morand dans son journal Inutile. Est-il né dans une famille bourgeoise, Pauline Dreyfus? Né dans une famille non pas grande bourgeoise, ni petite bourgeoise, mais de la bourgeoisie bohème. Et ce qui est très intéressant dans le pédigré de Paul Morand, c'est qu'il y a une double influence. Du côté maternel, une famille de fonctionnaires, on est plutôt diplomate ou préfet, et du côté paternel, un lien avec les plus grands artistes de son temps. Eugène Morand, le père de Paul, est un dramaturge qui écrit pour Sarah Bernard, et Sarah Bernard, c'est la star de l'époque, mais il va aussi diriger l'école des arts décoratifs, et au fond, Paul Morand va rencontrer dès son plus jeune âge, grâce à son père, beaucoup d'artistes, beaucoup d'écrivains, beaucoup de peintres, donc il va baigner dans cette influence-là. Ah, oui, mais justement, c'est intéressant parce que moi, j'ai découvert le nom et l'activité de son père. Vous dites bourgeois bohème, donc on dirait, je ne traduirai pas bobo, parce que c'est pas la même bourgeoisie bohème qu'aujourd'hui. C'est en tout cas une bourgeoisie cultivée. Et c'est un homme très actif dans plusieurs arts. Est-ce que vous pourriez préciser un peu davantage, justement? C'est un homme extrêmement doué, qui est né à Saint-Pétersbourg, qui est arrivé en France à l'âge de 20 ans, et qui s'est lié avec tous les talents de son époque. Il savait dessiner, il savait peindre, il écrivait des pièces en alexandrin. Donc c'est un homme extrêmement doué qui plaçait l'art au-dessus de tout. Et là où son fils va être très différent de lui, c'est que le père méprise la politique, méprise les honneurs, méprise l'argent, et au fond est un homme très supérieur. Et en cela, Paul Morand ne sera pas l'héritier de son père, pour lequel néanmoins il a une énorme affection. Oui, c'est vrai, il ne sera pas l'héritier de son père, mais il sera plongé dans un milieu artistique très tôt. Le musicien Massenet. Vous parlez aussi du poète Georges de Portoriche qui a eu cette réflexion terrible. Tu es bête, laid et méchant. Et le père répond, le père de Paul Morand donc, non, pas méchant. Ce qui prouve qu'il pouvait être aussi assez sévère, mais comme vous avez raison, enfin vous me l'avez appris dans votre biographie, Pauline Dreyfus, Morand a avoué à ses parents une affection qui ne s'est jamais démentie. Quelque chose à ajouter sur cette naissance, Marc Lambron? Morand lui-même disait qu'il était né vieux. Il se décrivait comme un vieux jeune homme madérisé. Et ce qui est intéressant, c'est que le milieu où il naît, on pourrait dire qu'il est post-symboliste. C'est Marcel Schwob, c'est ceux qu'il a appelés les longues moustaches, Henri de Régnier, Pierre Louis. Donc il y a une sorte de matrice fin de siècle. Et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que précisément le Morand des années, mettons, 1913-1922, va devenir celui que Paul Cambon, son ambassadeur à Londres, appelait son attaché cubiste. Alors c'est ça aussi la première époque de Morand. C'est comment est-ce qu'on passe d'Anna de Noailles à Picasso. Et là, la biographie, évidemment, et l'histoire importent. Oui, alors ça c'est très important. Morand s'est trouvé plongé après-guerre dans un milieu d'avant-garde avec des musiciens, le groupe des Six, des peintres, Marie Laurencin, Jean Hugo, Picasso aussi était présent, Cocteau était à la fois peintre et poète, il y avait aussi des écrivains, il y a eu très vite Roger Nimier, tout ça autour du bœuf sur le toit. C'est une période assez extraordinaire parce que c'est à la fois l'avant-garde et une sorte de perpétuation de la République des lettres telle qu'elle s'est édifiée à la Renaissance, puisqu'en effet les artistes des grands arts se fréquentaient entre eux, et Morand a participé à cette aventure, Pauline Dreyfus. Oui, celui qui est à l'origine de cette transformation dont Marc Lambron parlait à l'instant, c'est évidemment Jean Cocteau. C'est-à-dire que c'est Jean Cocteau qui va entraîner dans son sillage électrique tous
tous les talents de son époque. Vous parliez de musiciens, bien sûr, le groupe des Six, mais il y a Picasso, il y a même Gabriel Chanel, qui est quand même révolutionnaire aussi dans son genre. Et Morand va devenir moderne à ce moment-là. Il passe ses nuits au bœuf sur le toit. C'est l'époque où il va écrire d'abord Tendre stock, puis Ouvert la nuit et Fermer la nuit, qui sont des petites révolutions littéraires quand même, parce que ça va périmer toute une littérature boursouflée, une littérature de la description, de la psychologie. Il va écrire sec, il va écrire mince et musclé, et il va faire jazzer la langue, comme on a pu le dire. Voilà, ça c'est le Morand avant-gardiste des années 20, merveilleux. Alors, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il y a plusieurs ingrédients dans la décoction Morand. Faut pas oublier Londres. Il est en poste à Londres dans les années 1913-1914. Il commencera d'ailleurs les 2 guerres mondiales à Londres en 14 et en 40. Et là, il y a un cosmopolitisme un peu oxonien, un peu british, qui va se raffiner autrement. Et là, je crois qu'on a une clé de Morand dans son journal de l'attaché d'ambassade qui tient vers 1916-1918, c'est-à-dire le jeune diplomate qui travaille auprès de Philippe Berthelot au Quai d'Orsay dans la journée, et en effet, le soir, l'homme qui voit Cocteau qui est pris dans ses ébranlements, 1913, le sacre du printemps, et ce qu'il appelait la première génération véritablement cosmopolite depuis les encyclopédistes du XVIIIe siècle. Alors en effet, avec Cocteau comme maître d'œuvre, et cet ébranlement qui se signale, qui se marque dans toute la littérature européenne à partir de 18, et en effet, c'est cette chose stupéfiante qui est que ce bourgeois d'un seul coup éclate dans une sorte de prisme littéraire à travers les nouvelles d'Ouvert la nuit, Fermer la nuit, Tendre stock auparavant, puis l'Europe galante, qui est à la fois un portraitiste de l'Europe et un grand peintre de femmes, parce que ça, il faut le dire aussi, c'est un trait qui caractérise tout de suite Morand. C'est un peintre de l'éclatement et de la liberté féminine des années 20. Alors, vous citiez Cocteau, en effet, très important pour lui, qui lui a donné ce conseil: éviter les mitrailleuses de métaphores, on ne voit plus passer les balles. Conseil qu'il a suivi par ce style, en effet, très très sec. Vous l'avez dit, c'est ce qui caractérise sa prose, c'est la vitesse et la justesse du trait. D'ailleurs, dans un des articles qui lui consacre, Philippe Soler cite une phrase que je trouve en effet très très révélatrice. La matinée était très sucrée, la chaleur traversée d'un vent frais qui relevait les robes, les coqs chantaient, personne n'objectait, rien n'a rien. Et puis, vous avez dit, Marc Lambron, qu'il a été diplomate, mais c'était un dilettante, et à Londres, son ambassadeur lui a dit, l'a convoqué et lui a dit: mon cher, venez au bureau quand vous voudrez, mais pas plus tard. Et mais alors justement, avant cela, il y a eu la rencontre de Proust. Ou en même temps même, rencontre absolument déterminante pour lui, et c'est assez paradoxal, parce que certes Proust n'avait pas un style boursouflé, mais c'était un style à méandres. Et donc, les deux styles sont aux antipodes l'un de l'autre. Proust n'a eu aucune influence littéraire sur Morand, mais celui-ci a pourtant voué à l'auteur de la recherche une admiration éperdue et qui ne s'est jamais démentie, alors même que Proust avait ce double inconvénient pour Morand d'être juif et homosexuel. Pauline Dreyfus. Oui, c'est une rencontre extraordinaire. Morand a lu très tôt, dès 1914, du côté de chez Swann, donc l'année même de sa publication. Et il dit c'est rudement plus fort que Flaubert. Alors il dit ça à son collègue à Londres, qui s'appelle Henri Bardac, qui va répéter le compliment à Proust. Et un soir, à minuit, Proust débarque chez Morand, qui est en permission à Paris. Alors il est très tôt pour Proust, qui ne vit que la nuit, mais il est tard pour Morand, qui est en pyjama. Et Proust va passer tout le reste de la nuit, jusqu'à 5 heures du matin, à bavarder avec Morand.
Et c'est le début d'une amitié extraordinaire qui va durer jusqu'à la mort de Proust en 22. Je crois qu'ils ont quand même deux choses en commun. C'est d'abord qu'ils adorent parler boutique ensemble, c'est-à-dire parler vie littéraire, querelle avec les éditeurs, avaloir, droit d'auteur. Et puis, ils aiment tous les deux, autant l'un que l'autre, les potins mondains. Et alors, ils s'en échangent. Et puis, cette amitié à deux va devenir très vite un commerce triangulaire parce que Hélène Suzzo, qui est la maîtresse de Morand, va être représentée à Proust, qui s'entiche d'elle. Et au fond, ils se voient tout le temps à trois. Mais Proust, oui, c'est essentiel dans la vie de Morand. Marc Lambron? Oui, alors, il y a cette fascination pour Proust. Elle est réciproque parce que Proust dira j'aurais aimé vivre comme Morand, c'est-à-dire que l'homme cloué dans son lit voit l'attaché d'ambassade virevoltant. Il faut quand même ajouter que Proust organise en quelque sorte sa future postérité, c'est-à-dire qu'il y a une pléiade de jeunes écrivains. Il y a Mauriac, il y a Lacretelle, il y a Berle, il y a Soupeau, il y a Cocteau, et il y a Morand qui se succède au chevet du Proust, du boulevard Haussmann, puis de la rue Hamelin. Mais il y a sans doute une faveur particulière, comme le dit Pauline Dreyfus, qui est liée à ce trio. C'est le Proust du Ritz, qui peut-être d'ailleurs préférait ou était plus fasciné par la princesse Suzzo qu'il n'a pu l'être par Morand. Alors, il n'y a pas de fécondation littéraire, mais il y a quand même cette façon qui durera jusqu'à la fin de la vie de Morand, de s'être chauffé à ce grand foyer littéraire, à cette matrice de la littérature française du XXe siècle qu'est Proust. Et ça ne sera jamais démenti, non plus que par la très antisémite princesse Suzzo. Alors justement, arrêtons-nous à Hélène Suzzo. Elle est, au moment où il rencontre Proust, la maîtresse de Morand. Elle est devenue sa femme. Et elle a joué un immense rôle dans sa vie. Il la trompait tout le temps et ce couple en même temps était indestructible. Et c'est un personnage fascinant et absolument terrifiant. Alors, dites-en-nous davantage sur Hélène Suzzo. Pauline Dreyfus. Hélène Suzzo, elle est grecque. À l'origine, elle s'appelle Hélène Chrysovelloni. Elle a eu un premier mari roumain, le prince Dimitri Suzzo. Quand elle rencontre Morand, elle n'est pas encore divorcée, mais elle est séparée de ce mari. Elle a eu une fille avec lui. Elle parle 7 langues. Elle est d'une intelligence et en même temps d'une méchanceté sans borne. Et elle fascine Morand. Elle est également très fortunée, puisque elle vient d'une famille de banquiers de Trieste, qui à l'époque de l'Empire austro-hongrois avait des succursales de la banque un peu partout en Europe. Elle mène grand train et Morand n'est pas du tout insensible à cet aspect fastueux de sa vie qui est notamment incarné par l'hôtel particulier qu'elle possède à Paris, avenue Charles Floquet, où il va s'installer à partir du moment où il va épouser la princesse Suzzo en 27 et qui va faire beaucoup pour la réputation de Morand à tous les sens du terme, c'est-à-dire en bien et en mal. Oui, parce que c'était comme une cathédrale, une salle à manger de 18 mètres de haut, c'est cela de 18 mètres de long et 8 mètres de haut. 8 mètres de haut, oui, pardon. Un salon gigantesque où on pouvait recevoir jusqu'à 500 personnes, donc vous imaginez la taille de cet endroit. Et d'ailleurs, Cocteau qualifiait cet endroit de mangeoire aux éléphants. Donc, voilà. En effet, c'était très impressionnant. Mais justement, cette Hélène Suzzo a été terrible, je le disais, jusqu'à la fin de sa vie. Et vous relatez, Pauline Dreyfus, une anecdote qui fait frémir, qui fait se dresser les cheveux sur la tête. Un jour que Roger Stéphane déjeune avenue Georges Floquet en compagnie de Cocteau, il parle du producteur de cinéma Raoul Lévy. À la consternation générale, Hélène s'exclame « Encore un qui va nous faire pleurer en prétendant qu'il a été transformé en bacon pendant la guerre. » Cocteau empêchera Roger Stéphane de se lever de table. « Mon chéri, ne bouge pas. » Coutumier des provocations de la maîtresse de maison,
Paul Morand préfère en rire. Et ça durera jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est vrai, cette femme n'était pas seulement, n'a pas choisi seulement la voie de la collaboration, du pétainisme. Elle était nazie et fière de l'être, je crois. On peut le dire, Pauline Dreyfus, Oui, Marc Lambron. Oui, c'est une sorte de régente. C'est une sorte de régente de la vie de Morand. Elle a 9 ans de plus que lui. Oui, alors elle est cosmopolite à sa façon. En effet, elle est polyglotte. On voit dans le journal de guerre qui vient de paraître des extraits de son journal. Elle écrit un français parfait, extrêmement informé d'ailleurs de la chose politique. C'est une wagnérienne avec évidemment une certaine rigidité. Cocteau la définissait comme une Minerve qui aurait avalé sa chouette. Et son rôle de tuteur est aussi un rôle de, si j'ose dire, de conseiller politique, évidemment tout à fait néfaste. Parce que si on aborde la question de l'antisémitisme de Morand, il y a sûrement plusieurs strates. Moi, j'ai découvert avec surprise dans la biographie de Pauline Dreyfus, que Eugène Morand n'était pas indemne de cet antisémitisme d'époque affaire Dreyfus. Il y a elle est devenue roumaine par mariage. Elle fait partie de ces tribus de patriciens roumains qui étaient installés à Paris, les Brancovans, les Vacaresco, les Bilesco, les Suzzo. Et on disait d'eux, vers 1910, les Roumains naissent divorcés, antisémites et francophiles. C'est exactement ce qu'était Hélène Morand. Mais Solers, dans l'article dont je parlais, dit que c'est davantage par goût du confort conjugal que par conviction que Morand s'est retrouvé du mauvais côté de l'histoire. Si on vous lit bien, Pauline Dreyfus, on ne peut pas tout à fait parler ainsi. Morand a choisi cette voie de l'antisémitisme, puis de la collaboration active, puisque il a été même chargé de mission auprès de chef de gouvernement Pierre Laval pendant 2 ans, et enfin ambassadeur de France à Bucarest. Il l'a fait tout seul, en toute autonomie. Et c'est très surprenant, puisque venant de ce milieu, à un moment donné, celui des années 20, des années 30, très ouvert, très cosmopolite, disant j'ai le mal de tous les pays, je suis un homme d'univers, qu'est-ce qu'il est allé faire dans la Révolution nationale? Et qu'on ne peut pas simplement attribuer à l'influence de sa femme. Pauline Dreyfus. Alors, il y a une crispation de son tempérament, comme vous le disiez très justement, et elle date de 1936. C'est l'avènement du Front populaire qui va traumatiser Morand, d'abord parce qu'il a ce réflexe bourgeois de se sentir menacé dans sa fortune. Le gouvernement va dévaluer le franc. Ensuite, il se sent menacé dans ses privilèges, puisque on va instaurer les premiers congés payés. Donc au fond, ce grand voyageur perd le monopole de la planète et il en est furieux. Il va écrire un petit livre qui s'appelle Apprendre à se reposer en 37, juste après le Front populaire. Et puis je vous rappellerai que le chef du gouvernement du Front populaire s'appelle Léon Blum et il est juif. Donc les juifs vont cristalliser une forme d'anxiété extrême de Morand, qui a peur du déclassement, et puis qui a peur de ce qu'il appelle la décadence de l'Europe, la décadence d'un mode de vie qu'il a toujours connu. Ça, c'est très important chez lui. Je voudrais rajouter un point pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que on a longtemps dit que Hélène Morand était en effet la seule responsable, par sa mauvaise influence, des mauvais choix de Paul Morand. Moi, je pense exactement le contraire. Je pense qu'en 1940, il avait 50 ans, que c'était donc un grand garçon, et qu'il partageait les opinions de sa femme sans aucune hésitation. De ce point de vue-là, son journal est extrêmement clair. Les juifs qui sont des asticots ou des microbes, toutes les 4 lignes, c'est dans un journal intime, donc c'est son intime conviction. On peut pas faire porter le chapeau à Hélène, il me semble. Oui, alors, et vous citez des phrases terribles. Les juifs ne sont pas une maladie, ils sont des microbes qui viennent se poser là où il y a déjà de la fermentation. Et puis, on apprend aussi, et notamment dans le journal de guerre qui vient de paraître, qu'il fréquentait volontiers Darquier le Pellepoix, alors que les autres vichysois le fuyaient.
tellement son antisémitisme leur paraissait délirant. Et jusqu'à la fin, il a été ami avec Darkel Pelpois, et il le décrit ainsi: c'est un entrepreneur de dératisation qui a l'air d'avoir avalé ses produits, tant il a l'air malheureux et furieux. Entrepreneur de dératisation à ce moment-là, la métaphore est terrible. Donc, et on ne peut pas, en effet, chercher Hélène forcément derrière ses choix politiques et amicaux. Marc Lambron. Je crois qu'il faut ajouter une chose qui est assez étrange pour un homme qui a été célébré et qui est devenu une légende. D'ailleurs, dans le journal de guerre, je crois que c'est fin 42, il va aux Folies Bergères et un des tableaux, c'est l'Orient de Paul Morand. Et il dit zut, encore ma légende. Mais la chose étrange, c'est le regain d'ambition de Morand. Il s'est mis en congé pendant 12 ans de ses fonctions de diplomate. Et puis, c'est quelqu'un qui, il faut le faire, en 1940, quitte Londres pour Vichy. Et évidemment, le général de Gaulle, parce qu'il dirigeait la mission économique française à Londres, il rentre d'ailleurs contre l'avis de son ministre, Paul Baudouin. Il va être mis à pied. Et en avril 1942, quand Laval revient aux affaires, il y a cette chose très étrange d'un Morand de 54 ans qui vient faire du cabinet, comme on dit aujourd'hui, mais aujourd'hui ce sont plutôt des énarques trentenaires qui y vont, et il a l'ambition, sans doute poussée par Hélène Morand, de devenir ambassadeur, alors qu'il avait quasiment rompu les liens avec cette administration. Et une chose que l'on découvre, moi je n'en avais pas conscience ou pas à ce point-là, c'est ce passage par le cabinet Laval où il va rester 15 mois. Et c'est le fond de ce journal de guerre. On voit un Morand courtisan, assez quand même cauteleux. Par exemple, il prend la peine de ne pas trop apparaître sur les photos aux côtés de Laval ou de Pétain, et en même temps il a en effet ce commerce quasiment quotidien entre Paris et Vichy avec la plus haute collaboration, c'est-à-dire il a de l'estime pour Darquier, il voit Brinon, il voit Benoît Méchain. Et, entre parenthèses, un personnage récurrent dans ce journal s'appelle René Bousquet, c'est-à-dire ce jeune préfet trentenaire qui tient le rôle de ministre de l'Intérieur chez Laval, et de manière assez froide, assez factuelle, apparaissent ça et là des notations. Par exemple, en juillet 42, vers le 10 juillet, il note il y aura dans 15 jours une rafle en zone occupée qui intéresse les Juifs étrangers. C'est l'annonce de la rafle du Veldiv. Et puis il n'en parlera plus. Ce qui est troublant j'ajoute une chose dans ce journal de guerre, et c'est ce qui fait toute l'ambiguïté de Morand, c'est que les choses sont écrites sans filtre. Que c'est un document prodigieux pour l'histoire, parce qu'on a au jour le jour et un verbatim de ce qui se passe dans l'entourage de Laval. Et en même temps, Morand reste écrivain, c'est-à-dire que Morand c'est un œil, et il y a parfois comme ça des fulgurances sur des détails. Il décrit par exemple les motards de la garde de Laval, la buffleterie, les gants à crispin, les bottes d'écuyer, le casque, et on a des points de sèche comme ça qui émergent et qui font que, évidemment, ça n'est pas un témoin ordinaire, et que tout le problème est là. C'est que c'est un écrivain et peut-être un grand écrivain. Oui, nous en parlerons de cela, de ce qu'il faut garder de Morand, et pourquoi, selon vous, en effet, on ne doit pas l'abandonner à son indignité, mais son indignité est très perceptible tout de même dans ce journal, vraiment accablant. Par exemple, cette phrase, dans l'après-midi, nous allons visiter Busset avec Bourbon-Busset. Il y avait là la comtesse Né Colbert et sa sœur, la duchesse de Bisaccia. Elle plaide pour les pauvres juifs et l'étoile jaune. Et moi, réponds-je, quand j'étais petit, j'ai bien porté l'insigne du Sacré-Cœur. Et puis, un peu plus loin, là aussi c'est quand même très instructif, on dit à Vichy couramment que les Juifs ont été gazés dans leur baraquement. Et ça, c'est le journal de 1942. Donc, Morand savait tout.
Et il est resté, en effet, il est resté de ce côté-là jusqu'au bout, et même après le bout, puisque il n'a éprouvé aucun remords dans la période d'après-guerre. Mais justement, venons-en à cette période. Morand est d'abord proscrit. Oui, Marc Lambron, pardon. Quelque chose quand même, c'est que il est très typique de des collaborateurs en ce sens qu'il a ses bons juifs entre guillemets. Oui. Ce qui a été le cas de Drieux, d'Arletty ou de Guitry par exemple, qui sont intervenus pour Max Jacob, qui pour Tristan Bernard. Et là, on voit dans le journal que lorsque Irène Nemirovsky, dont il avait été l'éditeur avant-guerre, est arrêté, là, il y a un mouvement d'Hélène et de Paul Morand pour essayer de la tirer des griffes des nazis, et ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Alors, il est pas. Mais il y a cette ambiguïté qui le relie à Proust. Oui, c'est vrai. Si mais elle est même chez Hélène Souzeau, puisque celle-ci est intervenue, d'ailleurs, plus fortement que Morand en faveur d'Irène Nemirovsky, pour le mari de Colette. Et celui-ci, je crois, a été libéré, finalement. Donc c'est vrai, vous avez raison. Il y a toujours cette ambiguïté, jusque chez la femme. Il y a Berle qui est dans son maquis, avec Mireille, et avec lequel le lien n'est pas rompu. Oui, n'est pas rompu, et en même temps, dans le journal Inutile, il se répand en imprécation sur Berle, son génie ergoteur, son côté talmudiste, etc. Oui. Donc ça, c'est vrai. Mais alors, après-guerre, Morand est proscrit, il est en Suisse. Alors je ne m'étendrai pas sur cette période, mais il y a des lignes assassines, par exemple, de Sartre dans Qu'est-ce que la littérature. Morand s'est complètement dépassé, dit Sartre. C'est le consommeur type, le voyageur, le passant. Il réalise par l'universalisme une aristocratie de survol. Donc même comme écrivain, il est déchu. Et puis il y a cette période tout à fait extraordinaire pour lui. Des jeunes gens le redécouvrent, notamment Roger Nimier, avec lequel il lie une amitié très vive, lui dont le cœur était très sec, et il souffrira beaucoup lorsque Nimier se tuera en voiture. Mais ces auteurs réunis autour de Nimier vont reconnaître en Morand un père spirituel. Et donc ce sera son grand retour, je crois, dans la littérature française, et même dans l'actualité, cette littérature qui, face au lourd engagement sartrien, je dis les choses entre guillemets, représentait la littérature de dégagement et donc de libération. Pauline Dreyfus. Oui, je nuancerai un peu votre propos. C'est que le retour de Morand sur la scène littéraire, il a quand même été laborieux. Bien sûr, les hussards, Nimier, Blondin, Jacques Laurent se sont mis à le défendre. Il a pu revenir à Paris. On a recommencé à parler de ses livres. Il a tout simplement recommencé à publier en France, ce qu'il ne faisait pas. Mais il n'a jamais retrouvé les tirages d'avant-guerre. Il n'a jamais reçu de prix. Et puis l'Académie française, vers laquelle ses efforts tendaient depuis longtemps, depuis 1936, restait un horizon difficile à atteindre. Ça n'a pas été un retour facile. Ça n'a pas été un retour facile. Alors, il faut s'attarder un peu à cette question de l'Académie française. 1936, dites-vous. On apprend dans son journal de guerre qu'en 1941, il a écrit une lettre flagorneuse au secrétaire perpétuel de l'époque. Cette lettre est citée, elle était vraiment terrible. Et il a remis ça en 1958, et là, il s'est heurté au veto de De Gaulle, et là-dessus, le livre de Perfit est extrêmement intéressant. Perfit, qui sera donc le successeur de Morand à l'Académie française, et là, il entend De Gaulle lui expliquer les raisons de sa sévérité, parce que il en a voulu plus à Morin qu'à Corbin et à l'ambassade, de lui avoir fait faux bond. Morand était un grand écrivain, répond De Gaulle, choyé comme tel à Londres. Il était très introduit dans la société anglaise, cette oligarchie dont se moquait Napoléon. Quelques centaines de lords et de grands patrons ou banquiers exerçaient le vrai pouvoir. Nous ne connaissions personne. Vous imaginez de quel prix aurait été son ralliement. Il aurait pu apporter à la France libre le faisceau des relations qu'il s'était faites par sa renommée littéraire, par ses succès auprès des dames. Il m'a manqué.
Sa femme avait du bien. Quand on a du bien, on le fait passer avant la patrie. Les Français qui avaient du bien ne m'ont pas rejoint. Quand on a le talent et la notoriété d'un grand écrivain, on ne fait pas passer d'abord son bien. Morand est impardonnable. En 68, De Gaulle cédera, Morand sera élu, il recevra Jean Missler, mais pas Morand avec lui, selon la tradition, puisque à l'Académie française, la réception l'audience vaut décret, comme me l'a expliqué Hélène Carrère-Banco. C'est-à-dire, il y a eu audience, mais Morand n'était pas présent. Simplement, en effet, en 68, il a réalisé son vœu, être enfin élu de l'Académie française. Qu'est-ce que ça vous inspire, Marc Lambon? Ça m'inspire que le prurite académique de Morand, c'est d'abord une affaire de génération. C'est-à-dire que il voit y entrer avant lui des contemporains comme Mauriac, comme Lacretelle, comme Valéry. Donc, pourquoi pas moi? Et pendant la guerre, on voit en effet qu'il y a quelques manœuvres assez cauteleuses vis-à-vis des académiciens déjà en place. Sauf que, comme vous le savez, les élections ont été suspendues pendant la guerre, notamment sous l'influence de Georges Duhamel et de François Mauriac, et que lorsqu'elles reprennent, donc il y avait 9 fauteuils vacants en 1945, et lorsque les élections reprennent, c'est Paul Claudel qui va être élu en 46, et ça, évidemment, ça n'est pas Morand. Alors, dans la réhabilitation entre guillemets de Morand, il y a une candidature en 58, puis je crois qu'il y a une autre candidature retirée. Et son élection, c'est le fait du prince, puisqu'on est en 1968, Morand a exactement 80 ans, et le général de Gaulle, qui avait posé un veto, va dire Morand s'est tenu tranquille depuis 10 ans, et d'une façon extrêmement régalienne, semble-t-il, lors d'un déjeuner à l'Élysée, où est présent Maurice Genevoix, qui est alors secrétaire perpétuel, de Gaulle, et ça c'est très Louis XIV, fait une citation, et il ajoute « c'est de Paul Morand qui va être des vôtres ». Et Genevoix est revenu à l'Académie et a dit « nihil obstat, élisons Morand », lequel Morand d'ailleurs aura, je ne veux pas dire une tendresse, mais enfin en tout cas, il dit avoir toujours aimé les causes perdues, donc Philippe Berthelot, Pierre Laval, et dans son journal inutile, il va ajouter De Gaulle en disant qu'il a tout de même eu une certaine émotion en le voyant seul avec sa canne, son épouse et un chien sur la lande irlandaise en train de marcher comme une sorte de grand arbre dépouillé. Enfin, on voit bien que l'Académie était très importante pour Morand, puisqu'il a fait pour partie légataire et qu'il existe toujours un prix biennal qui est le prix Paul Morand à partir des fonds qu'il a légués. Oui, d'ailleurs, c'est un prix, je crois, très richement doté, qui fait envie à beaucoup d'écrivains, le prix Paul Morand d'Académie française. Alors c'est vrai, il a eu cette tendresse finale pour De Gaulle, mais notamment dans sa conférence avec Chardon, il ne l'épargne jamais. Il l'appelle Gaulle d'ailleurs. Il y enlève sa particule. Et puis, à un moment donné, il donne les noms des hommes qu'il a le plus admirés. Son père, Giraudoux, Berthelot, Proust et Laval. C'est tout de même tout à fait singulier, mais ça prouve une certaine persistance. C'est un homme, en effet, qui ne se renie pas, qui ne va pas nécessairement dans le sens du vent, mais justement, il a cru un moment, Pauline Dreyfus, que le vent allait dans son sens. Et ça, c'est en 68. En 68, Paul Morand, dans son journal inutile, dit ce qu'il y a de sympathique dans le mouvement étudiant, c'est qu'ils emportent dans la même haine et comme en faisant partie la société et la résistance. Témoin ces 2 salles de l'université de Strasbourg, débaptisées, qu'apportant le nom d'un professeur fusillé et ou déporté, Cavaillès. Excellent, premier parti depuis 1944, mettant l'avenir sur le bon terrain. Et Morand va croire, d'ailleurs, il le dit dans son journal inutile, il dit « Je ne m'intéresse pas à mes contemporains, mais je pense beaucoup à ceux qui suivront, je les aime. Ceux qui suivront seront débarrassés de ce préjugé favorable envers la résistance, croit-il,
inutile. C'est ça, la manière dont il lit d'ailleurs aussi le documentaire de Marcel Ophues, Chagrin et la pitié. Donc il ne comprend rien à cette génération qui a peut-être été déçue cru que le comportement de la génération antérieure n'était pas conforme à la légende, mais qui s'est engagé justement de ce fait sur la voie d'une certaine repentance et donc il s'est dit je vais laisser publier après ma mort le journal inutile et la correspondance avec Chardonne, et l'effet produit est contraire à l'effet escompté, c'est-à-dire il retourne ainsi au purgatoire dont il était sorti. Et pour moi d'ailleurs c'est une coïncidence tout à fait extraordinaire de faire cette émission le lendemain de la mort de Daniel Cordier, Pauline Dreyfus. Oui, c'est le grand malentendu dans la vie de Morand, c'est qu'en effet, il était persuadé que tous les reproches qu'on lui avait faits n'auraient plus lieu d'être 50 ans plus tard, que on jugerait son existence et ses choix avec un regard débarrassé de préjugés, et puis c'est tout le contraire qui est arrivé. Alors, il a non seulement gardé ce fameux journal inutile et la correspondance avec Chardonne, mais il y a ce journal, et le journal de guerre qui vient d'être publié est en fait une petite partie du journal, puisque ce journal, il l'a tenu jusqu'en 1950. Donc en fait, c'est autant de bombes à retardement, et quand vous voyez le psychodrame national qui a eu lieu quand le journal inutile est paru en 2001, où tout d'un coup, on a découvert un Morand antisémite, misogyne, homophobe, raciste, enfin tout, ça a été épouvantable. Il a fallu que Solers dise Morand quand même. Mais et l'apparition du journal de guerre, là, il y a quelques jours, va aggraver le cas Morand, c'est certain. Alors, et il ne l'aurait jamais imaginé. Mais ce journal de guerre, est-ce qu'il en voulait la publication ? Oui, absolument. Ah, d'accord. Il l'avait en fait confié à Claude Gallimard, qui était titulaire de son droit moral, et donc maintenant c'est Antoine Gallimard. Il était stocké au département des manuscrits à la BNF, rue de Richelieu, et il était expressément écrit qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce qu'il soit publié. Marc Lambron. Oui, alors, sur les rapports de Morand avec la jeunesse, bon, il est évident qu'un ancien vichyste est ravi en 68 de voir le général de Gaulle mis en péril précisément par une nouvelle jeunesse. Bon, on voit aussi dans Venise d'ailleurs des ambiguïtés, c'est-à-dire qu'il voit à Venise arriver les hippies, donc il les trouve pouilleux, mal élevés, et en même temps, il voit en eux des frères sur la grande route. Ne peut pas s'empêcher de regarder nostalgiquement son temps de voyage. Alors, sur la postérité de Morand et ses rapports avec la jeunesse, il faut quand même dire quelque chose, c'est que il y a une sorte de un premier ravalement de stature avec les hussards à la fin des années 50, mais plus étrangement, et on peut en dire un mot, il y a le Morand maoïste. C'est-à-dire, ou le Morand des maoïstes. C'est-à-dire que, bon, Morand meurt en 76. Et au début des années 80, on voit un certain nombre de jeunes gens, trentenaires, qui ont été proches de la gauche prolétarienne, qui, en quelque sorte, redécouvrent Morand. Alors, il y a un essai tout à fait enlevé de Jean-François Fogel, qui collaborait à Libération à l'époque, intitulé Morand Express, je crois que c'est en 1982, qui est c'est Morand quand même, c'est Morand malgré tout, qui est une redécouverte assez éblouie du style et même du mode de vie, du passage terrestre de Morand. Dans cette foulée et toujours en zone péri-maoïste, vous avez des écrivains du voyage qui implicitement, je pense par exemple aux frères Rollin, Jean et Olivier, s'inscrivent quand même dans ce sillage. Vous avez Daniel Rondeau, très morandophile, qui, comme Morand, devient un portraitiste de ville. Alors Morand, c'était Londres, New York, Bucarest. Rondeau, ça va être Tanger, Malte, Istanbul, les villes de la Méditerranée. Et en 87, il y a cette étonnante préface de Solers à une réédition de New York chez Flammarion, Solers ex-Mao aussi, qui carrément installe un podium et dit littérature française au XXe siècle.
Numéro 1, Proust, numéro 2, Céline, numéro 3, Morand. Ce qui, chez un zélateur d'Antonin Artaud ou de Georges Bataille, est tout de même assez étonnant. Et cette lecture de gauche, en quelque sorte, d'un Morand qui survit essentiellement comme écrivain, parce que le styliste est éblouissant, c'est une étape dans la relecture et dans la persistance de stature de Paul Morand. Et là, maintenant, nous sautons encore une génération, et avec la remarquable biographie de Pauline Dreyfus, nous avons, qui avait auparavant consacré un essai immortel enfin, justement, aux péripéties académiques de l'élection de 68. De nouveau, et Pauline Dreyfus a quelques raisons de famille aussi, d'être instruite, on a un regard parfaitement juste et lucide sur Morand. C'est la 3e biographie qui lui est consacrée, et évidemment avec tous les apports de ces documents que nous ne connaissions pas, et qui fait le prix de ce livre. Alors, ces raisons personnelles, Pauline Dreyfus, et vous le dites d'ailleurs dans le livre, vous êtes la petite fille d'Alfred Fabrelus, qui a été condamné lui-même à quelques années d'indignité nationale après la guerre, et puis il a été totalement réhabilité. Je crois qu'il chroniquait dans Le Monde. Peut-être cela ne serait plus possible aujourd'hui. La sensibilité a changé. Mais alors, justement, 2 questions. Qu'est-ce qui vous a conduit, Pauline Dreyfus, à entamer ce travail, où il y a quand même aussi une part d'empathie, même si vraiment vous dites ce qui est, sans phare, sans voile, et d'autre part, reprendriez-vous à votre compte ce mot d'ordre de Solers, Morand quand même, et si oui, pourquoi? Pourquoi ne pas l'abandonner à son indignité? Pauline Dreyfus. Alors, à votre première question, je dirais que on est venu me chercher pour faire cette biographie. C'est Rana Lévy chez Gallimard qui avait justement lu mon essai sur les candidatures académiques de Paul Morand, qui m'avait repéré comme ça et qui m'a proposé de faire cette biographie. Il y avait des inédits dont je connaissais l'existence, qui rendaient ce travail intéressant. Et je dois dire que ça a duré 3 ans et je me suis pas ennuyée une seule seconde. Paul Morand était en effet très lié à mes grands-parents. Donc j'ai lu Paul Morand depuis toujours. J'aimais ses livres et ce genre de parcours à rebours de l'histoire avec des erreurs de navigation. Moi, j'ai vu ça dans ma propre famille, donc ça me donnait pas spécialement de l'urticaire a priori, comme ça peut en donner à beaucoup de gens, ce que je comprends parfaitement. Solers qui disait Morand quand même, je trouve que c'est la formule la plus juste qu'on ait jamais dite sur Morand, c'est-à-dire que l'homme est souvent antipathique et même parfois détestable, mais il y a des livres qui restent, et au fond c'est ce qu'on demande à un écrivain, c'est d'écrire de bons livres. Je trouve que les romans ont très bien vieilli. L'homme pressé, Lewis et Irène, et Kat et ses chiens, Milady est un petit chef-d'œuvre. Et même dans ce fameux journal inutile qui a été très controversé, il y a quand même une réflexion sur la vieillesse qui est assez bouleversante, et sur le deuil, et sur cet homme qui a trompé sa femme toute sa vie et qui va être désespéré au moment où elle meurt. Il va s'occuper d'ailleurs très très bien d'elle dans les dernières années de sa vie. Il deviendrait presque sympathique à la fin de sa vie, et je n'ose pas trop le dire, mais parfois c'est possible. Alors, vous dites que votre grand-père et Morand étaient très liés, et aussi après la guerre. Est-ce que l'attitude d'Alfred Fabrelus est comparable à celle de Morand? Comment a-t-il réagi après-guerre à tout ce qu'on a appris sur ce qui s'est passé, ou tout ce qu'on a révélé sur ce qui s'est passé pendant la guerre elle-même, sur la réalité de l'hitlérisme? Quelle a été l'attitude de votre grand-père? Là où les trajectoires sont très différentes, c'est d'abord que Paul Morand a fait partie du cabinet de Laval pendant la guerre, donc a été un des rouages de l'administration, alors que mon grand-père était simplement écrivain et journaliste, mais donc en dehors du système de la collaboration officielle. Après la guerre, mon grand-père a
conservé, comme Morand d'ailleurs, une franche détestation du général de Gaulle. Ça, je crois qu'il rejoignait Morand sur ce point-là. En revanche, il n'a bien entendu absolument pas approuvé les horreurs de la Shoah dès lors qu'on les a connues. Et je pense que il a eu une ligne morale beaucoup plus digne. Très bien. Alors, Marc Lambron, même question. Diriez-vous, à votre tour, Morand quand même? Et pourquoi? Bon, c'est la question du contre Sainte-Beuve. Est-ce qu'on fait de son ami Proust? Est-ce qu'on fait abstraction de la vie? Est-ce qu'elle pollue l'œuvre, ou est-ce qu'on prend les textes? Moi, je dois dire que j'ai lu Morand quand j'avais pour la première fois 17 ou 18 ans, étant peu informé de sa trajectoire biographique. Et eh bien oui, je crois qu'il faut lire Morand. Et je peux vous indiquer 3 ou 4 livres qui me semblent emblématiques et essentiels. Je dirais, si je devais prescrire une posologie morandienne, qu'il faut lire d'abord les nouvelles des années 20, c'est-à-dire Tendre stock ou Vers la nuit, L'Europe galante, parce que là, il met la littérature française plus par-dessus tête, et que ça reste d'une sorte de stridence presque sidérante par sa modernité. Aller ensuite à cette longue nouvelle stupéfiante qui est Hécate et ses chiens, où les abîmes de la sexualité sont scrutés de façon vertigineuse. C'est en quelque sorte Georges Bataille avec un nœud papillon. Lisez un livre comme Fouquet ou Le soleil offusqué, où la fascination de Morand pour les brillants perdants se traduit, se manifeste dans un texte absolument éblouissant. Il y a quelques nouvelles aussi, alors qui ont été recueillies par Gallimard en volume, je dirais Milady ou Parfaite de Saligny, qui sont au plus haut niveau de la littérature française. On est du côté de Stendhal ou de Maupassant au XXe siècle. Et puis enfin, je dirais Venise, qui est son livre testament, qui est une sorte c'est une ville palimpseste à travers laquelle il il inscrit sa propre existence, et c'est stylistiquement et par l'érudition et par l'œil morandien, ça reste pour moi éblouissant. Très bien. Alors, c'est un beau paradoxe, parce que Pauline Dreyfus, et nous allons bientôt en terminer, vous commencez votre biographie en disant que l'œuvre de Morand fut au contraire intimement liée et inspirée par son existence. Il faut parler de l'une pour expliquer l'autre. Dans le cas de Morand, Sainte-Beuve avait raison. Oui, mais d'un autre côté, pour sauver Morand, on retrouve Proust et la distinction essentielle qu'il fait entre le moi social et le moi de l'écrivain. À moins de se demander si peut-être il y a quelque chose aussi de l'insensibilité de l'homme qui passe chez l'écrivain et qui fait peut-être aussi son talent, parce que comme ça, il ne s'attarde pas sur les choses. Pauline Dreyfus. Oui, il y a une grande cohérence chez Morand, c'est-à-dire que cette sécheresse de cœur que vous notiez notamment pendant la guerre, à l'égard du sort des Juifs et même après la guerre, elle définit l'homme et elle définit un style. Et c'est ce style sec, je disais tout à l'heure musclé, mais c'est exactement ça, mais c'est un style sans apitoiement. Il n'y a pas de tendresse chez Morand, jamais. Ni dans sa vie, ni dans son œuvre. Et ça, c'est très intéressant. C'est pour ça que la vie et l'œuvre sont très très liés chez Morand. L'homme transparaît dans ce qu'il écrit, toujours. Oui, très bien. Alors, d'ailleurs, sur la nouvelle, il dit « Aujourd'hui, les hommes n'ont plus le loisir de pénétrer les antécédents et les secrets des gens à qui ils serrent la main. N'est-il pas naturel qu'avec les personnages fictifs aussi, ils entretiennent des rapports sommaires, brefs, mais nets, sur lesquels les habitue déjà l'écran, et qu'ils demandent leur plaisir à des récits fulgurants et bourrus ?» C'est la nouvelle selon Morand. Juste une chose, pardon, à la fille, c'est que peut-être que tout Morand est dans l'incipit de la première nouvelle d'Ouvert la nuit catalane. J'allais voyager avec une femme. Point. Et tout va découler de cette phrase. Mais en même temps, c'est le même homme qui, dans son journal inutile, dit c'est fou le temps que j'ai perdu avec les femmes et dans les garages.
Voilà. Il met les femmes au niveau de Dion Bouton et jusqu'à ses Mercedes. Voilà. Et Baird le dit, il est le premier écrivain français à avoir écrit en sautant de voiture. Voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette conversation qui m'a beaucoup appris. Alors, je rappelle votre biographie, Paul Morand, Pauline Dreyfus. Elle est publiée aux éditions Gallimard. Et je signale également votre dernier livre, Marc Lambron, La princesse et le pangolin. C'est un conte très enlevé, très drôle, sur un sujet qui fait peur, et il est publié aux éditions des Équateurs. La semaine prochaine, l'émission aura pour titre L'amour toujours. Mes invités seront Belinda Cannon et Patrick Lapère. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut avec la collaboration d'Aurélie Marseille et de François Connac. À la technique aujourd'hui, Audrey Guélil. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney.